sommes avec notre invité, un invité qu'on reçoit aujourd'hui sur 5 sur 7 matin. Mesdames, Messieurs, vous l'avez suivi dans le reportage de tout à l'heure. L'AIMF, l'Association internationale des maires francophones, se déroule à Cotonou du 11 au 14 octobre. Des maires venus de 54 pays y prennent part. Nous en recevons un sur ce plateau aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de Monsieur Alassane Guissé. Bonjour. Bonjour, madame. Et merci d'être sur 5 sur 7 matin. Alors, vous êtes adjoint au maire à la mairie de Nantes en France et vous participez justement à ce congrès annuel de l'AIMF à Cotonou. Quelles sont déjà vos impressions après 2 jours de travaux? Si vous me permettez, d'abord, c'est de remercier le comité d'organisation, particulièrement la ville de Cotonou et surtout les bénévoles qu'on ne voit pas et qu'on ne cite pas. Et aujourd'hui, à travers l'engagement de ces bénévoles, c'est tous les habitants de cette ville et de la République qui sont présents et qui nous démontrent encore une fois l'art d'accueillir, c'est le fait de pouvoir donner sa main, mais souvent de pouvoir accompagner les autres. D'accord, donc les sentiments sont positifs, hein, les impressions sont positives, forcément après ces 2 jours de travaux-là. Surtout, je parlerai tout le temps, toute rencontre est un moment d'évolution. Être positif d'abord, quand vous êtes bien accueilli, vous vous sentez très bien. Et ce qui est positif aujourd'hui dans cette rencontre de l'AIMF, c'est aussi dans des instances, on ne voit pas qui vient d'Europe, des États-Unis ou en Afrique, mais ce qu'on constate, c'est des dirigeants de collectivités qui ont un seul engagement, c'est d'être au service des habitants. Et ce mot est très important aussi. Justement, et quelle est votre participation personnelle à cet événement quand même d'une envergure très importante qui réunit environ 300 maires francophones? Personnellement, c'est toujours, comme je dis, c'est des moments de réflexion, c'est des moments d'échange, c'est des moments aussi de perspective, parce qu'on dirige plus maintenant une collectivité territoriale. On est en 2023, les besoins ne sont pas les mêmes, les sociétés civiles sont très exigeantes, il n'y a pas assez de ressources. Les habitants exigent aussi de la transparence et donc tous ces sujets, un autre sujet qui est important, c'est l'écologie, le social et particulièrement aussi le rôle que les femmes doivent pouvoir occuper. Ça, c'est des choses qui nous marquent et qui nous permettent de réfléchir. D'accord. Alors, on va revenir maintenant à vous-même, hein, Monsieur Guissé. Vous qui êtes né à Rufisque, au Sénégal. Comment on fait pour devenir à 52 ans maire, élu d'une ville française et adjoint d'une mairie? Mais tout d'abord, je suis quelqu'un qui est issu de l'éducation populaire. Donc, j'ai fait le scoutisme. J'étais un ancien éclaireuse du Sénégal. Le but de l'association de scoutisme, c'est de former des personnes conscientes des problèmes de ce monde et soucieux d'apporter leur contribution. Mais autre devise qu'on avait aussi, c'est de cultiver l'amour de l'Afrique et de pouvoir s'exercer partout où le besoin se fait sentir de notre tradition et de nos réalités pour aller vers l'avant. Et j'ai eu la chance d'accueillir beaucoup de jeunes de Nantes qui venaient faire des échanges de jeunes. Et dans ce cas aussi, j'ai eu la chance aussi de voyager. Et une fois que je me suis marié, pour dire la réalité, mon grand-père était un ancien tirailleur. J'ai toujours refusé d'avoir la nationalité française parce que pour moi, il ne fallait pas fuir. Mais donc, c'est quand je me suis marié qu'après des années que nous avons vécu au Sénégal, et donc on a pris une décision de partir, mais ce n'était pas du tout facile pour moi parce que l'engagement était là sur des valeurs. Et donc, à un moment donné, je suis parti. Et quand je suis parti, je faisais la même chose que je faisais au Sénégal. Donc, être au service des habitants, des quartiers et cultiver la diversité culturelle. Tout à fait. Et justement, parlons de ce portefeuille-là, votre portefeuille d'adjoint au maire de Nantes. Vous êtes chargé de la coopération décentralisée. De quoi s'agit-il concrètement? La coopération décentralisée, c'est des pactes d'amitié qui sont liés par des villes. Donc, je peux donner même un exemple. Aujourd'hui, ma ville de naissance, Rufisque, aujourd'hui est en coopération avec la ville de Nantes. Mais c'est important de savoir, une coopération, ça se raconte par des récits. Donc, il y avait un moment, le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault disait qu'après le sommet de Bâle, il fallait aussi, on est dans la francophonie, comment on pouvait relier nos valeurs de la démocratie, les droits de l'homme, mais aussi s'enrichir sur l'autre. Et donc, la ville de Nantes cherchait une ville qui ressemblait, c'est comme des jumeaux et des jumelles, par rapport à la ville de Nantes. Et donc, son objectif, c'était de dire que Nantes, d'abord, il y a son histoire sur l'esclavage. Nantes est une ville nourricière parce qu'il y avait les biscuiteries de Lille. Nantes avait un tissu associatif. Nantes est un port.
C'est comme ça que sur des rencontres, ils regardaient quelle ville se ressemblait et le choix a été porté par ma ville de naissance qui est du Rufisque. Et sur ça, nous en sommes en coopération décentralisée avec la ville de Tchang au Cameroun et en Haïti aussi, à Agadir. Dans d'autres continents, on est aux États-Unis, Montréal aussi. Donc vous voyez, tant qu'on peut se construire avec l'autre, la ville de Nantes est prête pour se voir. Et c'est des pactes, ça peut être sur le numérique, l'éducation, sur le femmes, l'environnement. On essaye d'entendre, de dire que qu'est-ce qu'on peut s'apprendre de l'un et de l'autre. Et on signe un pacte d'amitié. Et ces pactes d'amitié, c'est ou bien il y en a d'autres qui font des jumelages, mais il y en a d'autres, c'est des coopérations décentralisées. Il y a des échanges entre institutions, mais il y a des échanges entre des associations. D'accord, justement, parlant de cette coopération décentralisée, j'ai envie de vous demander quel est le rôle que jouent les diasporas africaines, en quoi leur engagement est essentiel. Mais vous savez que je ne vais pas être très loin. Je vous donne le cas du capitaine de l'équipe de H, qui est une équipe de handball chez nous à Nantes. Le capitaine est d'origine béninoise qui s'appelle Roch Filio, donc qui est ex-capitaine et ambassadeur. Une fois qu'il a terminé sa carrière, il a été élu par le club nantais pour être l'ambassadeur de ce club. Et cette même personne aujourd'hui, grâce à un tournoi qui s'organise à la ville de Nantes sur des jeunes espoirs handballeurs, il a pu faire une relation aujourd'hui, et même il y a une académie qui se prépare ici au Bénin pour le renforcement des capacités des joueurs, des entraîneurs, pour que ces jeunes béninois qui jouent le handball puissent aussi s'exercer à l'international sans complexe. Et vous voyez donc quelqu'un qui a joué, qui est devenu ambassadeur, qui est en train de créer le link entre son pays et la ville qui l'a permis d'exercer. Et ces diasporas aujourd'hui aussi sont des ambassadeurs. Je tenais quand même à dire que c'est important aujourd'hui, les collectivités décentralisées, l'État puissent s'appuyer de ces ressources parce que c'est des gens qui ont double culture, c'est des gens qui s'exercent du matin et du soir, c'est des gens qui savent aujourd'hui qu'est-ce qu'ils peuvent se projeter vers l'avenir. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de projets concrets en ce qui concerne la coopération décentralisée, des exemples de projets dans lesquels les diasporas africaines ont joué un rôle significatif? Mais je vais vous donner un exemple concrètement, c'est un projet que je vois que c'est important, c'est aujourd'hui les diasporas qui consistent aujourd'hui, le volet santé pose problème. Ils montent des projets pour dire qu'aujourd'hui, l'accès à la santé pose problème, la nutrition des enfants et surtout l'égalité hommes et femmes, et particulièrement nos sœurs qui sont des femmes monoparentales divorcées qui ne peuvent pas avoir accès aux finances, sachant que les banques, quand vous êtes en Afrique, pour faire des prêts, ça peut monter jusqu'à 18%, de dire que comment on peut faire une coopérative pour que ces gens les plus vulnérables, qui sont éloignés du système économique, puissent aussi être libres et être porteurs de projets. Et ça, c'est des projets que les diasporas essayent d'instaurer pour permettre que ces gens puissent aujourd'hui avoir cette solidarité et puissent avoir la force aussi d'agir au quotidien des habitants et de leurs familles. Et quels en sont les avantages de l'implication des diasporas africaines dans ces projets par rapport aux autres acteurs de coopération internationale? L'intérêt, c'est un intérêt partagé. L'intérêt aussi, c'est de s'enrichir mutuellement. L'intérêt aussi, c'est de se poser des questions sur l'avenir. L'intérêt, c'est surtout aujourd'hui de dire que nous existons, nous sommes là, mais nous pensons avec l'autre, on se construit. Mais aussi, comme j'ai l'habitude de dire, dans le nous, il y a le moi. Mais quand on utilise souvent le moi le meilleur, moi qui est dirigeant, moi le plus beau, on oublie que quand tu viens dans ce monde, vous êtes accueilli par l'homme. Et quand vous avez des difficultés aussi, c'est la communauté qui vient vers vous. Et donc c'est ça aujourd'hui le pacte, ça veut dire qu'on se construit avec l'autre, mais aujourd'hui l'apport de ces diasporas et la coopération, c'est de se poser des questions dans un monde qui est en mutation, sur des problèmes aujourd'hui de repli de soi, sur des problèmes de racisme, sur le problème d'stigmatisation. Aujourd'hui, ces diasporas permettent de voir nos réalités culturelles qui peuvent construire des choses qui manquent sur le repli de soi à l'extérieur. D'accord. Monsieur Guissé, vous êtes actuellement à Cotonou dans le cadre du congrès de l'AIMF, mais récemment, vous aviez organisé une exposition centrée sur le Bénin à Nantes. Racontez-nous un peu. Bon, vous savez que c'était important cette expo, donc nous l'avons travaillé cette expo avec une association, avec aussi des diasporas aussi qui étaient à Nantes. Cette expo, ça nous a permis, nous, à la ville de Nantes, de montrer toute la tradition de Sa Majesté en Bénin. Il y a beaucoup d'artistes qui étaient présents. Donc je ne peux pas le citer, c'était une chance d'avoir une vingtaine d'artistes, rendre hommage à Apollinaire,
qui est un grand teinturier connu ici, de montrer à sa famille que des personnalités comme ça, qui sont des ambassadeurs, qui vulgarisent les valeurs culturelles, méritent une reconnaissance à l'international. À travers cette expo, il y avait la nouvelle génération qui était présente, aussi qui ont démontré la force. Et c'était ça qui était riche durant cette expo. Vous imaginez 3500 personnes qui demandent encore et qui voient cette valeur que vous avez ici au Bénin. Cette expo était d'une importance capitale et qui a permis même à des étudiants de l'école des beaux-arts de s'approcher davantage vers le Bénin et aussi de voir des gens qui exposent aujourd'hui, de s'intéresser davantage. Donc on met le feu de l'actualité sur le Bénin et aujourd'hui ces fruits sont en train d'avoir des retombées pour des artistes aujourd'hui qui sont localement dans votre pays. D'accord, et justement dans ce cadre-là, quels sont les principaux défis ou obstacles auxquels sont confrontées les diasporas africaines lorsqu'elles s'engagent dans des projets de coopération décentralisée? D'abord, il faut une reconnaissance de l'État. Parce que l'État ne peut pas aujourd'hui ne pas accompagner. Parce que vous avez vu aujourd'hui, même chez vous, il y a beaucoup de bâtiments, il y a des infrastructures. C'est des gens qui prennent le temps, qui vont aller travailler durement. Mais leur seule pensée, c'est de revenir au pays. Donc il faut que dans le cadre de la solidarité internationale et l'accueil de ces personnes, comme on le fait à des multinationaux, comme on le fait à d'autres bailleurs, il faut savoir le premier investisseur qui connaît le pays, qui a vécu la réalité, doit être accompagné, non pas de créer des obstacles. Ça, c'est une des difficultés. Deuxième difficulté que nous avons aussi sur les diasporas, c'est qu'il faut les faciliter sur le domaine de la fiscalité. Mais aujourd'hui, quand il y a des projets à l'international aussi, le défaut qu'il faut éviter, c'est de vouloir sauver tout le monde. Donc, il faut qu'il y ait une harmonie entre l'institution, au niveau institutionnel, ces enfants du pays qui reviennent pour qu'ils s'insèrent dans les projets aujourd'hui édictés par l'État, mais surtout aussi de renforcer la société civile qui sont des acteurs, qui sont apolitiques, mais qui ont une autre vision de faire. Ça, il faut, comme je dis, c'est une musique de symphonie. Chacun, il y a quelqu'un qui compose la musique, mais la musique, une fois que c'est bien arrangé, on a vu une grande artiste passer tout de suite, c'est beau à écouter, ça donne de l'ambiance et que l'intérêt, ce sera partagé pour les uns et les autres. D'accord. Et est-ce qu'il y a des exemples concrets, comment les gouvernants peuvent-ils accompagner les diasporas africaines pour justement la coopération décentralisée? Je peux donner un cas au Sénégal. La présidence du Sénégal et l'Agence française de développement et l'AMF aussi, il y a une commission qui s'occupe spécialement des diasporas. Vous imaginez le fonds mondial a fait un rapport pour dire que l'aide au développement de l'Afrique par rapport à l'apport des diasporas, c'est 3 fois supérieur ce que nous transférons et ce que nous investissons que par rapport à l'aide au développement. Vous avez vu le gap 3 fois supérieur ce que les diasporas apportent dans leur pays par rapport à l'aide de développement. Cette masse financière, elle est importante. Cette aussi expérience intellectuelle, elle est là. Mais surtout, ce qui est important, c'est de dire qu'il faut aussi éviter le paraître quand on revient, de montrer qu'on a réussi. Mais quand on revient, c'est de dire qu'il y a des hauts et des bas, mais aussi de pouvoir apporter son expertise. Et c'est surtout ça qu'il faut essayer de travailler avec cette diaspora. Lorsque je me base sur l'exemple que vous avez donné, je vous pose quand même la question, comment arrivez-vous à quantifier ou à mesurer justement la participation des diasporas dans ces projets de coopération décentralisée? Est-ce qu'il y a des indicateurs de réussite? Nous avons à la ville de Nantes des appels à projets qu'on appelle ABDIS, appels à projets de solidarité internationale. Donc il y a des associations qui portent des projets. Donc, à partir de ça aussi, on voit combien nous avons investi pour des associations. Ça, c'est des impacts. Autre impact aujourd'hui, il y a les transferts des fonds que les diasporas font. Mais aujourd'hui, nous avons des étudiants. Une fois que leurs études terminées, toujours sur les impacts, on sait parmi ces étudiants, il y en a combien de personnes qui ont investi dans le domaine économique, social. Autre chose aujourd'hui, il y a des couples mixtes aussi qui arrivent aussi à composer. Donc, quand on prend tous ces indicateurs, l'indicateur total, ça tient en compte l'éducation, ça tient en compte l'environnement, ça tient en compte la santé, mais surtout, ce qu'on ne peut pas mesurer, c'est surtout cet élément, c'est que les gens qui étaient partis, qui reviennent,
ou les gens qui sont là-bas, sur le plan intellectuel, sur les questions un peu tabous, comment ils l'amènent sur la scène locale et aussi au niveau international. Est-ce qu'il existe des bonnes pratiques ou je dirais des modèles de partenariat entre les collectivités, les gouvernants et qui pourraient servir d'exemple pour d'autres pays en Afrique et dans d'autres régions? Mais je peux vous donner un exemple au Cameroun. Avec la ville de Nantes, nous avons construit une musée de civilisation, des chefferies. Parce que pourquoi nous l'avons fait? J'ai l'habitude de dire que quand vous oubliez votre culture ou bien que vous perdez votre culture, vous devenez une autre personne qui ne peut pas agir sur le plan international. Cette musée aujourd'hui permet d'exposer les valeurs culturelles. Il y a des circuits au niveau de l'école et venir visiter toute la tradition que les parents nous ont léguée pour que ces jeunes puissent avoir l'ancrage local. Et donc ça, c'est important. Autre chose qui est importante aussi, c'est à la ville de Rufisque au Sénégal. On est en train de construire une maison des arts. Pourquoi une maison des arts? Nous avons des étudiants en master qui vont aller au Sénégal pour pouvoir apprendre la culture sénégalaise. Et là, déjà, on a un établissement, je le disais, au journal télévisé. Et vous voyez, donc, tous ces projets aujourd'hui nous permettent de s'enrichir à nous, mais de pouvoir partager aussi des expériences, mais surtout de dire à cette jeunesse, particulièrement les femmes, et c'est ça qui est important chez nous, dans tous les projets que nous faisons à la ville de Nantes, la femme est au cœur de nos actions, l'éducation et la culture. Et sur ça même, on veut se projeter d'être la première ville française en 2030, une ville non sexiste. D'accord. Quelles recommandations donneriez-vous, c'est par là que nous allons terminer, quelles recommandations donneriez-vous aux coopérations décentralisées pour renforcer leur engagement justement et leur impact dans les diasporas africaines? Le conseil que je devais donner, ça veut dire que quand vous vivez quelque part, il faut s'impliquer. Et quand on s'implique, on peut aussi donner son avis et on peut se construire. Et aujourd'hui, ce serait très important le conseil que je donne. Il faut développer certains sujets qui me semblent être intéressants. C'est l'égalité hommes et femmes sur les questions environnementales, les questions sociales et les questions sportives, parce que c'est ça qui permet de casser les murs et de travailler sur la cohésion. Je voudrais sur ça aussi rendre hommage à nos mamans, parce que quand vous allez dans les marchés, vous voyez les tontines, vous voyez qu'ils font tout pour le survie de leurs enfants. C'est pour cela que la famille, l'éducation, nous le portons comme une priorité dans notre politique au niveau de l'international. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Alassane Guissé. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire à la mairie de Nantes, en France. Merci d'être passé sur ce plateau de 5 sur 7 matin. Merci à vous aussi. Et aussi, je remercie toutes les autorités qui nous ont permis d'organiser cela. Et les souvenirs seront gravés dans les marbres. Merci à vous. Nous n'en doutons pas. Alors, l'émission se poursuit, mesdames, messieurs. Nous allons marquer une courte pause et on revient faire le débat.